Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission, La Tablée politique. Mon nom est Michel Goyer et je serai votre animateur pour cette saison. J'ai été impliqué en politique active pendant plusieurs années, notamment comme directeur de cabinet pour un ministre à l'Assemblée nationale du Québec. Pour ce premier épisode, j'ai opté de ratisser large quant aux enjeux qui se dessinent en ce début d'année, tant à Québec, à Ottawa qu'aux États-Unis. Au menu ce soir, nos panélistes exprimeront leur point de vue sur 3 sujets. Le premier, l'avenir de Lion Électrique. Le deuxième, Donald Trump va-t-il donner suite à sa menace des tarifs douaniers de 25 % qui plane toujours sur le Canada? Et finalement, la course à la succession politique de Justin Trudeau à la suite de sa démission comme premier ministre. Pour débuter, il me fait plaisir de vous présenter mon panel composé de 4 invités, toutes et tous passionnés de politique. Marlène Cordato, elle a été conseillère municipale à la ville de Boisbriand de 2002 à 2009 et également mairesse de 2009 à 2021. Marie-André Bonneau, elle est présentement à l'emploi du Collège Lionel-Groulx à titre de gestionnaire et œuvre au sein de la scène municipale comme conseillère municipale à la ville de Rosemère. Charles-Éric Gionnet, il occupe le poste de directeur au service du développement économique et il est également politologue. Ramès Ayoub, il a occupé à la ville de Lorraine la fonction de conseiller municipal de 1999 à 2009 avant de devenir maire de 2009 à 2015, en plus d'avoir été député fédéral dans la circonscription de Thérèse de Blainville de 2015 à 2019. Bonne émission! En 2017, Autobus Lyon devient la compagnie électrique Lyon. C'est à ce moment-là qu'il débute la fabrication d'autobus scolaires électriques à Saint-Jérôme. Par la suite, il ajoute à sa production des camions électriques. En 2022, elle ouvre une usine d'assemblage aux États-Unis. En 2023, elle ouvre à Mirabel une usine de fabrication de lithium. Et en 2024, elle vendait cette même entreprise de batteries juste avant l'annonce de ses déboires financiers. Ses réserves financières se sont vidées. Le 19 décembre dernier, elle s'est tournée vers la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pour que Lyon se protège de ses créanciers. Le temps, finalement, de mettre en place un processus dans l'espoir de retrouver un repreneur. Près de 200 millions de fonds offerts pourraient s'envoler en fumée dans la foulée de cette déconfiture. Des compressions ont été amorcées et plus de 1000 membres de son personnel ont été mis à pied. Il reste à peine 150 employés. Alors, à tour de rôle, dites-moi comment vous entrevoyez l'avenir de Lion Électrique et après le règlement avec ses créanciers. Alors, on débute avec Charles-Éric. D'abord, merci Michel du privilège de pouvoir participer à ce panel. Écoutez, loin de moi l'idée de déresponsabiliser, si vous voulez, l'administration, la gestion de l'entreprise. Je pense qu'il faut quand même mettre en contexte Lion Électrique. Il faut comprendre que les cibles qui ont été déterminées par les différents gouvernements, ils sont quand même très élevés. On parle d'ici de 2030, ces 5 prochaines années, 55 % des flottes d'autobus urbains. Ça, c'est sans compter aussi les chiffres très élevés pour les autobus scolaires. Donc, on est dans un contexte où on a mis énormément de pression sur l'adoption des autobus électriques. Donc, on est en 2021, on a Lion Électrique qui, lui, est le seul producteur d'autobus exclusif électrique. Donc, on est dans un contexte où on sait qu'il va y avoir de l'acquisition, on sait qu'il y a de la pression qui est mise. Le contexte est favorable à ce que cette entreprise-là prenne de l'envergure. Donc là, on a parlé de l'usine de blocs batterie à Mirabel, du centre de recherche-développement aussi à Mirabel, développement à Joliette en Illinois. Donc, tout est en contexte où cette entreprise-là a le vent dans les voiles, sait qu'elle va avoir des clients et des achats. Donc, tout est mis là, tout est sur la table. Donc, on a une part de responsabilité là-dessus qu'on se dit, bien, c'est parfait, c'est notre nouveau joyau, allons-y. Là, il se passe 2 choses, puis on en discutait hors d'onde. Il y a toujours la gestion de la croissance qui est un point essentiel dans les entreprises. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut peut-être se pencher. À savoir, est-ce que l'entreprise, c'est un peu trop éparpillé dans sa production? On a parlé des camions. Bon, il
peut y avoir... Est-ce qu'on a décidé d'y aller sur différents produits à place de se concentrer sur un seul produit? Est-ce qu'on a coupé les coins ronds dans ce produit-là au lieu de se concentrer et de dire, bien, ça va être ça, notre pain, notre beurre? Il y a des questions qui se posent. Il faut aussi peut-être se poser la question, est-ce que financièrement, autant au municipal, provincial que fédéral, est-ce qu'on avait la capacité financière de soutenir cette électrification-là? Je parlais avec des exploitants d'autobus, des services d'autobus scolaires, puis ils disaient, bien, on a sous-estimé les frais au niveau des bornes de recharge, on a sous-estimé les frais d'entretien, de mécanique, les coûts de réparation sont beaucoup plus grands. Initialement, c'est pas ce qu'on nous avait vendu. Donc, c'est un peu comme tout l'écosystème autour qui était peut-être pas prêt à ce qu'une entreprise comme Lion produise autant, puis produise un produit qui est peut-être pas à jour. Puis là, bien, on se retrouve avec la situation qui nous arrive actuellement. Je ne sais pas si les collègues peuvent... En fait, Lion électrique, c'est un fleuron non seulement pour le Québec, mais aussi pour notre région, parce que c'est chez nous que cette entreprise-là est établie. C'est sûr que moi, je suis vendue à l'électricité dans les transports. J'ai fait ce virage-là en 2008. Alors, je suis une inconditionnelle. Mais ce que je vois pour Lion, c'est qu'on doit reprendre, on ne doit pas laisser partir cette expertise-là. Alors, il faut être capable de la soutenir financièrement pour la remettre sur pied, parce que c'est ça l'avenir du transport chez les autobus, dans le transport collectif. Alors, il faut faire ce virage-là, il va falloir le soutenir financièrement. On le fait avec d'autres. Il va falloir qu'on se relève les manches puis qu'on trouve des solutions pour donner de l'air à Lyon pour qu'il puisse continuer. Marlène, si je peux intervenir, écoute, c'est sûr que je suis, comme vous, pour Lyon, pour l'électrification des transports. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on y travaille dans la région. Mais là j'ai un petit peu un bémol, là, puis je comprends aussi qu'on a un instinct de dire on va les aider, puis il faut continuer, on ne veut pas les perdre, puis on ne veut pas les perdre. Mais je me pose des questions. Comment ça se fait qu'on est rendu là? Comment ça se fait qu'on a pu aider autant et qu'on ait aussi peu de résultats concrets puis qu'on soit encore pris à aider encore une fois? Alors ça me questionne beaucoup à plusieurs niveaux. C'est sûr que comme ancien politicien, comme politicien, on est toujours là pour vouloir aider. Hein? Le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir aider. Mais quand on a des études qui doivent... prendre l'expression, backer les études, backer le côté économique, et que ça ne suit pas la route, puis qu'on n'arrive pas à avoir des résultats après autant d'argent, autant d'aide, bien là, il y a quelque chose qu'il faudrait voir. Moi, je me posais la question en venant ici, je me dis, c'est où le bas blesse? Est-ce que c'est dans l'entreprise, vraiment? Sûrement, il y a des choses à faire et à changer, mais aussi au niveau de l'évaluation de l'aide qui est à donner, au niveau des fonctionnaires, que ce soit provinciaux, fédéraux. Comment ça se fait que toute cette aide-là est arrivée puis que finalement, on n'a pas de garantie puis on n'a pas de résultat? Alors, c'est un peu ça. Moi, je suis pour l'aide, mais je pense qu'il faut qu'on resserre un petit peu les critères puis qu'on arrive à quelque chose de plus concret dans notre région pour qu'on garde l'expertise, effectivement. On l'a vu avec les batteries lithium. Un an à peine. Tout à fait. L'entreprise a fermé à Mirabel. Puis je peux vous dire que les efforts étaient là. J'étais présent. Les efforts étaient tous là pour que ça arrive. Ouais. C'est arrivé, puis finalement... ça reste pas, donc ça, c'est pas normal. Ça, c'est sûr que c'est pas normal. Après un an, là, franchement. Marie-André, je pense que tu peux intervenir. Bien, Lion électrique, en fait, c'était un peu une tête de proue dans tout le projet de la filière batterie. Puis, ce qui est dommage dans un peu l'échec qui est arrivé là, dans les derniers mois, c'est que ça fait mal à l'image de marque de ce projet de société-là qui est beaucoup plus grand que Lion électrique. Moi aussi, je souhaite ardemment que quelqu'un investisse dans cette entreprise-là, peut-être revoir effectivement le modèle d'affaires dans sa base, peut-être reprendre le prototype de l'autobus, puis peut-être se concentrer un petit peu plus sur un modèle d'affaires, ce qu'ils connaissent en fait, puis revenir à la base. Mais j'espère sincèrement qu'il va y avoir des investisseurs qui vont pouvoir reprendre ça. Mais on parle, tu sais, la filière batterie, au niveau des Laurentides, on parle quand même de plusieurs entreprises qui sont investies dans ce projet-là. Donc, j'espère qu'on va quand même continuer à réfléchir puis à supporter ces entreprises. Puis dans tout ça, moi, je dis, il faut penser aussi aux employés qui ont perdu leur emploi. C'est majeur dans une région comme ça. Ces gens-là ont probablement déménagé, changé de carrière pour aller là. Ils ont des expertises. Ben oui, puis après quelques temps, ils se retrouvent avec le bec à l'eau. Ça non plus, c'est pas... 10 secondes chacun, le modèle d'affaires. La dernière chose qu'on veut, c'est que cette expertise-là soit vendue à des intérêts étrangers. Tout à fait. C'est son point.
Bien, vous l'avez dit, c'est un fer de lance des Laurentides. C'est un créneau. Tout le transport avancé dans les Laurentides, c'est vraiment notre fleuron. Il faut trouver une façon, pas aveuglément, il faut trouver une façon de bien cadrer l'aide qu'on va faire en sorte qu'il y ait des suivis un peu plus étroits, mais qu'on garde l'entreprise. Peut-être mettre des dirigeants qui ont une expertise différente et avec plus d'accuracy. C'est une réflexion à faire collectivement. Est-ce que vous changeriez de modèle d'affaires ou juste les autobus ou les deux comme il y avait? Ou... Je pense que le besoin est sur l'autobus à proprement dit maintenant. Il y a d'autres constructeurs, on peut penser à Packard qui est ici, qui ont peut-être des intentions de commercialiser des petits camions électriques. Si on va vers là, aidons-le aussi. C'est déjà une entreprise qui est bien implantée, donc il faut peut-être voir les autres alternatives. Marie-André? Je l'ai dit un peu, en fait, au niveau du modèle d'affaires. Je pense qu'il faut que peut-être Lion Électrique revienne à la base, puis développe, puis peaufine son prototype initial, puis peut-être consolider un petit peu plus quelque chose là, au niveau des autobus. Madame Hayes, ton dernier? Moi, Autobus ou les deux? C'est autobus. Autobus. On se concentre sur ce qu'on connaît, puis notre expertise, puis c'est l'autobus. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la deuxième question. Alors, passons au dossier de la menace du président Trump relativement à une augmentation de 25 des tarifs douaniers sur tout ou quelques produits canadiens. Selon les experts, cette imposition de droits de douane va provoquer une guerre commerciale. Alors, pourquoi on en parle autant présentement dans l'actualité? On a vu la sortie de Jean Chrétien. C'est quand même un illustre premier ministre qui a fait une sortie remarquée parce qu'on en parle partout depuis 3-4 jours. Donc, je vous laisse peut-être la main si tu veux commencer. C'est un beau sujet. Je dirais qu'on parle du président désigné de Trump. On en parle, peu importe ce qui arrive, on va en parler. Puis on parle. Alors, on le voit dans ses commentaires, que ce soit pour ces tarifs-là, la menace de tarification. Il y a des idées assez extravagantes, je dirais. Là. Et on n'a pas toujours l'impression que c'est vraiment réfléchi, vraiment. Alors, moi, quand j'ai vu l'élection de Donald Trump, je me suis dit, un autre 4 ans, écoute, pas si pire dans le fond. On a survécu un 4 ans de Donald Trump. C'est du déjà vu. On va avoir des tweets à tous les jours. Ça va être diversifié, divertissant. Divertissant aussi, oui. Et puis, il est capable de nous parler de tout. C'est-à-dire, il y a une opinion sur tout. Fait que si on revient à la tarification de 25 je pense que c'est irréaliste. C'est-à-dire, il va s'en rendre compte, veut pas. Mais il va quand même en donner une. Est-ce que ça va être 25 on ne sait pas. Je pense, personnellement, je crois que ça va être moins. Il va en faire, il va cibler potentiellement des produits plus spécifiques que là, généralement, en dire 25 pour tout. Ce que je déplore un peu de la réponse du Canada, là, si je vais là, puis après mais ce que je déplore, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une vraie unité. Là. C'est un peu tout le monde essaie d'avoir son mot à dire et la façon de faire. Quand on voit la première ministre de l'Alberta s'en aller à Mar-a-Lago, OK, c'est-à-dire est-ce que chaque premier ministre de chaque province va commencer à aller tirer... c'est presque pour avoir de l'affection médiatique. C'est un peu ça. Là. Alors, non, j'aime bien l'intervention de M. Chrétien. Ça recadre un petit peu les choses. L'intervention du premier ministre Trudeau était bonne. Un petit peu tard, comme on a souvent dit, mais elle était bonne. Moi, je souhaite qu'il y ait une unification canadienne pour donner un peu le ton à M. Trump et à son équipe. Parce que je pense que lui, il parle, mais il est un petit peu isolé tout seul dans sa tour d'ivoire, alors que les gens sur le terrain, même de son côté, réalisent que ça ne sera pas aussi facile que ça, de donner 25 de tarification générale. Alors, voilà, c'est un peu ça mon début, mon opinion. OK. Marie-André? L'inverse du libre-échange, c'est le protectionnisme, puis on ne veut pas nécessairement tomber là-dedans parce qu'il n'y a personne qui est gagnant du protectionnisme. Donc, il va falloir avoir des dialogues plus ouverts. Ce qui est inquiétant avec M. Trump à l'heure actuelle, c'est qu'il dialogue seul, donc il monologue. Donc, la nuit, surtout. On va espérer que les gouvernements en place puissent, peu importe le gouvernement, puissent avoir un dialogue ouvert avec le président des États-Unis. Je suis très d'accord aussi avec le fait qu'il va falloir avoir une cohérence sur les provinces. Pour l'instant, les premiers ministres de chaque province semblent pas avoir nécessairement les mêmes intentions, puis le même dialogue ou les mêmes intentions
que les uns que les autres. Donc, il va falloir avoir une cohérence au pays sur comment on dialogue avec notre voisin du Sud. D'accord avec ça. Bien, je suis content. Effectivement, j'aime beaucoup ce que j'ai entendu parce que là, j'avais pas au même endroit. On a eu 4 ans pour se préparer à ce qui s'en vient dans les 4 prochaines années. Puis il y en a déjà eu des tarifs. C'est souvent la première arme qu'un président va utiliser parce que c'est un pouvoir que le Congrès, tranquillement, au travers des années, lui a conféré. Mais on parle de 25 sur l'acier, 10 sur l'aluminium. C'est beaucoup de mesures qui ont été faites qui ont été continuées par le gouvernement Biden. Si on pense à 100 de taux de tarifs sur les véhicules électriques, 25 sur les batteries, 50 sur les semi-conducteurs juste pour les produits chinois. Mais il y a beaucoup de mesures comme ça qui ont été faites. Puis on voit que l'administration Trump veut en mettre une couche supplémentaire, mais je pense que c'est dans la nature du personnage. Il s'est quand même autoproclamé tariff man pendant la campagne. Je veux dire, ça va de soi de dire, bien, je vais continuer cette personne-là, je vais continuer à gagner du capital politique, même s'il est déjà élu. Est-ce que les menaces, je pense que ça va être plus que les menaces, il va effectivement les arriver à terme. J'imagine que le principe, c'est de dire, bien, on s'en va dans une guerre économique mondiale, ça va être important de faire des blocs. Puis si je peux prouver au Canada que je peux décider ce qu'ils vont faire, puis je vais les mettre de mon côté, ça va me permettre après ça de négocier avec des blocs asiatiques ou européens. Il faut le faire de façon sérieuse. Je pense qu'il faut adresser le problème puis pas se mettre la tête dans le sable. Mais effectivement, j'ai pas l'impression que... Tu sais, on va le voir, là. Il y a 2 ans de première partie du mandat. Puis après les 2 premières années, on verra où il en est avec tout ça. Je pense que c'est les 2 premières années qui vont être cruciales. Puis après ça, on va être en mesure de vraiment voir l'étendue de l'impact de ces menaces-là. Très bien. En fait, on est parti pour un 4 ans de cirque médiatique, comme on a vécu il y a 4 ans, parce que c'est un peu ça. À chaque jour, c'est plus ridicule que la veille. Il dit une chose et son contraire, des fois dans la même allocution. Est-ce qu'il va mettre sa menace à exécution? Définitivement. C'est un intimidateur. C'est un criminel condamné. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce que cette personne-là ait une façon de faire qui ressemble aux grands dirigeants de ce monde. Il y a une vision de l'autocratie. Il se voit comme le roi de l'Amérique. Alors, et la personne qui admire le plus, c'est Vladimir Poutine. Alors, on est parti pour un 4 ans pas reposant. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire au niveau de la tarification? Bien, c'est sûr que ça va toucher nos entreprises, les gens chez nous, l'exportation, mais ça va toucher aussi les Américains et ils devront vivre avec. C'est eux qui ont fait ce choix-là. Alors, ils vont subir les premiers autant que nous. Alors, ça va être difficile. Il va falloir qu'on essaie de trouver une façon pour nous de répondre dans un langage qu'il connaît. Parce qu'il n'y aura pas d'autre choix, parce que c'est la négociation, il la connaît, lui, ça lui prend un gagnant et ça doit être lui. Alors, il va falloir qu'on réagisse fortement et qu'on aide nos entreprises à passer à travers cette période-là qui va être difficile, c'est sûr, qui va avoir un impact financier chez les entreprises comme chez les employés. Alors, ça ne sera pas facile, mais je pense qu'on est capable d'y faire face quand on adresse correctement le personnage. Et moi, j'ai été déçue de la façon dont nos politiciens des provinces ont réagi la première fois. Ils ont tous tenté de faire des points politiques au lieu d'adresser la question économique et de faire un front uni. C'était pas le moment de parler, c'était le moment de se réunir et de dire comment on réagit. Là, tout le monde veut avoir des tarifs, mais pas ceux qui touchent leur clocher. C'est ça. Mais puisqu'on est là-dedans, pour vous, pour le Canada, quelle stratégie serait souhaitable dans ce cas-là pour mener à bien cette bataille-là? Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, oui. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est ça la dichotomie un peu. C'est de dire on veut pas ressembler à ce que Trump projette, mais en même temps, il faut se battre sur le même terrain. Ouais. Alors, si lui, des tarifs contre tarifs, là, moi je le dis, c'est-à-dire si ça fait mal pour nous, ça va faire mal pour eux. Alors, à quel niveau et dans quel secteur, ça sera à déterminer, puis à voir. Puis évidemment, le Canada est un grand pays et on essaie d'amoindrir les impacts de chacun, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un effet du côté américain. Tout à fait. Et il y en aura, inévitablement, il y en aura, parce qu'on est le premier pays exportateur, importateur avec les États-Unis. Donc, on est un partenaire incontournable. Ils le sont aussi pour nous. Alors, c'est-à-dire, non, je pense qu'il faut y aller de façon à avoir une colonne, se présenter, donner les faits, parler et défendre, puis pas avoir honte.
Et soyez pas avoir peur non plus. Marie-André, as-tu des choses à ajouter? Bien, j'adhère à ce que mes collègues disent. En fait, dans un contexte de monologue, je ne l'aurais pas dit œil pour œil, dent pour dent, mais l'image est forte. Donc, j'adhère tout à fait au fait qu'il va falloir répondre par le même dialogue. Donc, on n'aura pas le choix de se positionner avec une augmentation des tarifs, mais ça donne, comme je le disais précédemment, ça donne 2 perdants. Là, ça ne donne pas un gagnant-gagnant. Donc, c'est très dommage de naviguer. Est-ce que vous pensez, excusez-moi, qui peut en fait préparer le terrain pour la renégociation de l'accord, ça va vite, commercial Canada-États-Unis-Mexique, ce qui appelait jadis l'ALENA? Est-ce que vous pensez qu'il prépare la table à ça? Brièvement, parce qu'il nous reste 1 minute. Ben, j'ai pas l'impression que c'est une préoccupation, mais si je veux revenir juste à... Vas-y. Moi, je le vois pas comme étant un contre un. Je pense pas qu'il y ait aucun premier ministre canadien qui va s'asseoir avec Donald Trump puis décider que ça se passe 1 contre 1. Je pense que c'est une action concertée. Puis là, ça va passer avec des chefs d'entreprise, des délégués commerciaux, des ministres influents au fédéral, puis certains ministres influents dans les provinces. Des premiers ministres des provinces qui vont tranquillement mettre la table, puis là, on va voir l'impact que ça va avoir sur l'économie américaine. Puis c'est pas vrai que Donald Trump va regarder un PIB en décroissance ou en moins grosse croissance que prévu. C'est pas vrai qu'il va accepter d'avoir un taux d'inflation qui va monter. Puis si ça arrive en raison du ralentissement qu'il a lui-même créé avec la hausse des tarifs, puis s'il se rend compte que ses alliés disent « Écoute, nous, on parle, puis le pouls du terrain, c'est que c'est peut-être pas la meilleure décision qu'on a prise. » Moi, j'ai l'impression qu'il va se retourner vers la prémisse avec laquelle il s'était servi pour justifier le 25 %, c'est-à-dire la protection de la frontière. Puis là, ça va devenir le vrai focus, puis on va se réorienter en disant « Finalement, c'est rendu très sécuritaire, puis les tarifs, on va les arrêter. » Si, effectivement, bien, il y a un impact concret sur le ralentissement économique américain. Je pense que c'est la meilleure façon de dire collectivement. Je pense qu'autant les provinces que le Canada a gagné à dire voici c'est quoi nos points forts, puis il y en a qui sont plus forts. On pensait à Mme Smith en Alberta, il y a peut-être l'électricité ici, tout ce qui est voiture, le créneau des transports en Ontario. Si tout le monde met sa pression graduelle, je pense qu'ils vont être plus convaincants qu'un contre un avec un individu qui, visiblement, n'est pas très réceptif aux négociations. Ouais, mais merci de l'échange, c'était très bon. Je pense que ça va être utile pour nos téléspectateurs. Alors maintenant, revenons au Canada, à la suite de la démission du premier ministre Justin Trudeau. Qui se lancera dans la course à la succession de Trudeau pour devenir premier ministre et chef du Parti libéral du Canada le 9 mars prochain? Ben, je commencerai par toi, Marlène. Qui tu penses qui va se présenter dans la course actuellement? Bien, il y en a qui se sont déjà annoncés. Là, on a des députés d'arrière-ban là, qui pensent se présenter, mais on a aussi Mme Gould, Karina Gould, qui va se présenter à la chefferie. Chrystia Freeland, naturellement, et Mark Carney, qui commence à préparer le terrain. Donc, on devrait s'attendre à avoir une annonce dans les prochains jours, probablement. Aussi. Parfait. Il n'y a pas d'autres qui pourraient arriver du champ gauche, du champ droit? Ça existe toujours. Ça existe toujours, mais je pense que les ministres du cabinet vont se consacrer à leur travail parce que les temps sont importants. Alors, si on voit d'autres gens, ça sera soit des gens de l'externe, des députés d'arrière-ban, mais je ne pense pas qu'on va voir au niveau là, du cabinet d'autres grands noms se lancer. Je trouve ça fascinant parce que la perspective, c'est de se dire, est-ce que ça me tente de faire 4 ans, deuxième groupe d'opposition, puis peut-être un autre 4 ans après ça dans l'opposition officielle? Mais je me dis, puis je vais me baser sur vos expériences, 6 mois en politique, ça peut paraître, si on est dans un bon mouvement, dans un bon momentum, très rapide ou très long, mais en 6 mois, il peut se passer un paquet de choses. Fait que je me dis, puis c'est en voyant la performance de M. Carney hier sur la télévision américaine, où ce que tu dis, bien, il peut avoir un changement rapidement de vague. L'électorat, tu sais, ça, c'est quand même assez particulier. On le voit souvent à l'élection fédérale, même provinciale. Tu vas avoir des tendances qui viennent rapidement puis qui sont inarrêtables. Donc, je me dis, je pense qu'il y a quand même des gens là-dedans qui vont voir cette perspective-là de changer rapidement l'opinion publique, surtout avec comment ça va se passer avec potentiellement nouveau premier ministre. Je me dis, j'imagine qu'il y a des gens, peut-être qui ne sont pas nommés encore, mais qui vont déposer leur candidature, puis on va avoir des surprises. Puis ça va devenir un peu un vrai téléroman à regarder intéressant. Là. Quand tu dis ça, est-ce que tu penses au ministre des Finances qui pourrait changer de son opinion? Actuel, Je vais passer de renseignements. Marie-André?
Dans mon cas, en fait, je ne sais pas à quel point il va y avoir un gros débat au niveau de la chefferie du Parti libéral du Canada. Par exemple, je souhaite fortement que le chef qui soit désigné à la tête du Parti libéral du Canada ait une offre forte pour contrer un peu les prochaines élections fédérales qu'il va y avoir, puis avoir une proposition différente entre le Parti conservateur et le Parti libéral du Canada. Mais tout ça sera à voir dans les prochains jours. On va garder ça pour la dernière question. C'est bon. Vas-y, la main. Toi qui as une connaissance partie, tu as une minute à peine. J'ai siégé avec tout ce beau monde-là, sauf M. Carney, qui va se présenter à la chefferie. Moi, je vois aller, il y a comme deux vraiment grosses têtes, là. Il y a Freeland, puis il y a M. Carney, puis il y en a d'autres. Les autres, c'est bien qu'ils soient là aussi, je vous dirais, pour qu'on ait vraiment une course, même si on pense qu'elle est déjà enclenchée avec les deux personnages, là, M. Carney et Mme Freeland. Mais il faudrait... Trudeau a quitté trop tard pour donner un élan vraiment de fond. Et là, on est dans un sprint. Alors, il faut vraiment trouver la personne qui va être capable de défendre le Canada, de gérer toutes les provinces, s'assurer que ça se passe bien, qu'il y ait une unité pour qu'on puisse se défendre avec les États-Unis qu'on vient de parler. Alors, c'est de trouver la bonne personne dans un bon parti avec les bonnes valeurs. Ça peut être la question de l'urne aussi, en passant. C'est-à-dire, c'est... D'aller douanier avec... c'est de voir les compétences. Parce que là, on sait qui est du côté conservateur. C'est un politicien de carrière. Il n'a rien fait d'autre que ça. Alors que de l'autre côté, on a deux personnages. Il y a quelqu'un qui était au pouvoir depuis plusieurs années, qui a été dans les finances, qui était impliqué. Donc, c'est du vieux... on connaît. C'est du vieux stock, là, si je veux me permettre. Mais avec M. Carney, il y a un certain renouveau, mais il y a une méconnaissance politique. Donc, alors c'est ça. On ne peut pas avoir le... Le temps nous manque rapidement. Qui pourrait remporter la course? Moi, je pense que c'est M. Carney qui va gagner. Mme Freeland. Mme Freeland. M. Carney. M. Carney. Mme Freeland. Oh, 2-2. Les femmes contre les hommes, c'est pas voulu comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bel enthousiasme, pour ce bel échange d'idées, puis j'apprécie. Puis on se revoit à la prochaine émission. Ça fait plaisir. Merci. À bientôt. Merci encore.